Les États-Unis ont refusé hier de re-signer cet accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique pour une autre période de 16 ans. Si bien que, il y aura des négociations. C'est pas une surprise parce que, quand on met bout à bout les déclarations du président américain ces derniers mois, on sentait que ça allait dans cette direction-là. Même si c'est lui qui a signé cet accord-là, souvenez-vous. Hein, c'est sa signature, un accord qui était donc extraordinaire. Là, il l'est moins en 2026, selon la perspective du président. Georges Mercier est analyste en politique internationale. On le rejoint dans son boudoir. Salut, Georges. Bonjour, Alexandre. Georges, quel est ton regard un peu là-dessus? Parce que ça ne veut pas dire que tout s'écroule, là. T'sais, on va continuer dans le cadre de l'accord actuel, mais comment tu vois la suite quand même des négociations? Puis est-ce qu'on a tout intérêt à jouer l'horloge, puis à étirer ça parce qu'il ne sera pas éternel, le bon Donald, là? Je pense que justement, on a beaucoup d'espoir que lorsque Donald Trump quittera la présidence, on reviendra un peu à la normale. C'est-à-dire, la période protectionniste côté des Américains, elle est propre à Donald Trump. C'est lui qui tenait. On peut penser aux tarifs, au fait qu'on ne renouvelle pas l'accord. Mais éventuellement, les Américains vont se recentrer et redevenir partisans du libre-échange. Le gros problème avec cet espoir-là, c'est que c'est pas Donald Trump qui a initié le protectionnisme américain. Même sous Biden, on avait des mesures protectionnistes qui passaient par d'autres stratégies, d'autres outils, mais néanmoins, on voulait ramener aux États-Unis des capacités manufacturières. Donc, si vraiment les Américains, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils se sont rendus compte que la mondialisation, les flux un peu incontrôlés des capitaux ne bénéficiaient pas aux Américains, à l'Américain moyen, et qui veulent donc ramener des usines, ramener des capacités chez eux, ce serait surprenant qu'une nouvelle administration revienne en arrière. Donc, il y a une tendance très lourde, en fait, de fond, qui mène dans le contexte américain à la crainte du libre-échange. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'aura pas de retour à la normale, que les années qui viennent s'annoncent très instables, parce qu'on recommence avec des renégociations annuelles maintenant. Et on verra ce qui va se produire, mais chose certaine, c'est probable que l'ère qu'on a connue, elle est bel et bien venue à sa fin. Bon. Maintenant, pour la suite des choses, Georges, parce que ça crée quand même de l'incertitude. Bon, pensons pour nos entrepreneurs. Pensons aussi sur les concessions que les Américains vont demander. C'est clair qu'ils auront dans leur mire la gestion de l'offre, là. Ouais. Ben justement, la question, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à leur donner? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et un élément là-dessus, le gouvernement Carney n'a pas été très, très transparent sur les demandes des Américains. Il viendra un moment où notre gouvernement devra nous dire qu'est-ce qui est sur la table, qu'est-ce qu'on veut du côté américain, et où ça devrait être une décision collective si on est prêt à payer ce prix-là. Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à assouplir la gestion de l'offre pour satisfaire les Américains, peut-être pour protéger le secteur de l'automobile en Ontario, ou au contraire, on juge que ça n'en vaut pas la peine. Mais il y a un moment où il va falloir beaucoup plus de clarté, parce que de la clarté, la vérité, c'est qu'on n'en a pas vraiment depuis le début. Restons dans les gros sous. On a eu les états financiers du président, de Donald Trump. Visiblement, il s'est enrichi beaucoup depuis son retour à la Maison-Blanche. Écoute, je ne veux pas faire un mauvais trait d'esprit, mais on pourrait dire que Donald Trump n'a jamais eu autant de succès financier que depuis qu'il est président. D'ailleurs, il a rendu public ses états financiers hier. Il aurait fait plus de 2 milliards de dollars depuis son retour à la Maison-Blanche, notamment en crypto-monnaie, mais pas seulement en crypto-monnaie. Parce que ce qu'on constate, c'est que ces intérêts géopolitiques sont souvent associés à ces intérêts commerciaux. Donc, il vend beaucoup de licences de son nom pour des hôtels un peu partout dans le monde. Il y a cette histoire d'une mine au Kazakhstan avec une compagnie dont son fils est propriétaire. Donc, le président fait une fortune grâce à la Maison-Blanche. Et moi, ce que je trouve absolument fascinant, c'est qu'il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils ne veuillent pas nous le dire. C'est-à-dire, ce sont des chiffres qui sont tellement outranciers, qui clairement sont hors des normes de la Maison-Blanche. Donald Trump aurait pu vouloir cacher ces états financiers-là. Il ne le fait pas. Il les étale au grand jour. Bon, c'est une obligation légale. Mais néanmoins, le connaissant, il aurait pu vouloir se sortir de l'obligation légale. Et la question que ça pose, c'est est-ce qu'il viendra un moment où la base MAGA, qui l'a soutenu quand même pour des raisons socio-économiques, l'électeur moyen de Donald Trump, c'est quand même un Américain qui en arrache économiquement. Est-ce que ces gens-là, un jour, vont se rendre compte que leur président s'enrichit, pas nécessairement à leur détriment, mais utilise la politique pour s'enrichir, et donc qu'ils ne partagent rien avec lui, finalement, qu'il y a vraiment un gouffre entre Donald Trump et l'électeur MAGA moyen, et si ça arrive, est-ce qu'on aura finalement une rupture entre le président et sa base? C'est ça la grande question. Puis tu sais, Georges, ne serait-ce qu'en regardant là,
l'impact sur la bourse aux États-Unis. Dès que le président ouvre la bouche, le bang, tu vois les marchés swinguer d'un côté comme de l'autre. Fait que là, tu te dis, OK, là, mais là, lui, il a toutes les cartes en main, il contrôle le jeu. Il y a de ses amis proches qui peuvent avoir aussi de l'information. Mais qu'est-ce que ça te dit sur la société américaine? Parce que pendant ce temps-là, ici, ben là, tu sais, c'est un peu des fois une chasse aux sorcières. Ou, tu sais, y a-tu un député qui a eu des billets de hockey? Y a-tu, tu sais, on est dans un monde complètement différent aux États-Unis, là. Ah, mais c'est ahurissant. J.D. Vance disait récemment que le scandale de Watergate, lorsque Nixon avait voulu espionner le Parti démocrate, dans le monde actuel, ce serait une nouvelle qui durerait 12 heures. C'est fou de constater à quel point les normes de transparence, de probité, d'honnêteté, finalement, qui tendaient, tant bien que mal, à gouverner la politique américaine, elles ont vraiment décliné avec Donald Trump. C'est bien qu'on est tellement habitué au scandale que lorsqu'on apprend des nouvelles comme celle d'hier, le 2,2 milliards d'enrichissement, on dirait que ça ne nous choque même plus, et je pense que ça ne choque même plus l'Américain moyen qui n'espère plus finalement que son président soit honnête ou ne s'enrichisse pas. Au contraire, il s'y attend. Et ça, c'est grave pour la suite des choses, parce que les normes qui maintenaient tant bien que mal le pouvoir américain dans ses bornes, bien, elles tendent à s'effacer. Pendant ce temps-là, ben, les négociations indirectes là, se poursuivent en ce qui concerne le Moyen-Orient. Au Qatar, des négociations, nous dit-on, positives entre les Iraniens et les Américains. Est-ce qu'on se dirige vers une espèce de normalisation de la situation actuelle? C'est-à-dire, c'est tendu, ça va péter de temps en temps, mais c'est ça la nouvelle réalité. Ou tu penses qu'il y a réellement des progrès, puis on va voir d'ici 60 jours un accord? Ben, ça dépend ce qu'on entend par progrès. Si tout ce qu'on veut vraiment, là, c'est que le détroit rouvre, que les navires passent à nouveau, puis on s'intéresse pas vraiment à régler pour de bon la question du régime iranien, la question du nucléaire iranien, des missiles, alors si véritablement le trafic reprend, on peut se contenter de ça. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'aussi bien du côté iranien que du côté américain, on veut se parler, on ne cesse pas de se parler, et on se donne certaines concessions. Là, on apprenait par exemple que certains fonds iraniens gelés au Qatar pourraient être utilisés pour acheter des produits américains. Et ça, c'est typiquement la logique de Trump. Les fermiers américains vont gagner quelque chose, les Iraniens vont gagner quelque chose, on est dans une transaction. Et si on reste dans une logique transactionnelle, puis les deux parties cessent d'agir de manière trop idéologique ou trop radicale, là oui, il y a bel et bien de l'espoir pour la suite. La grande question, c'est est-ce qu'à terme, les Américains vont accepter que les Iraniens chargent un frais de péage ou contrôle pour de vrai le détroit de Hormuz? C'est probablement vers ça qu'on s'en va. J'ai envie de dire, même si c'est le cas, ce qui est vraiment essentiel, c'est que le trafic prenne, pas nécessairement les modalités de comment il reprend. Merci beaucoup, Georges. Salut. À bientôt.